Là, j'ai plus de 15 000 € dans les mains. 100 mégapixels, moyen format, mais surtout Hasselblad. C'est du matériel qui fait fantasmer de nombreux photographes et je me demande encore par quel miracle il est arrivé dans mes mains. On est là pour deux raisons. Photographier le cirque du fer à cheval, magnifique. On a des conditions de malade. Et la deuxième raison, c'est ça. Un énorme capteur moyen format dans un boîtier Hasselblad. C'est une expérience de luxe en photo et je vais vous montrer un peu ce que c'est d'avoir un boîtier qui certes coûte très cher mais en même temps a énormément d'avantages et d'atouts. Et on va voir tout ça ensemble dans ce cadre magnifique. C'est parti! Alors pour bien faire les choses et pour vous offrir le plus beau des tests, je pouvais aller que dans l'un des plus beaux endroits des Alpes, le cirque du fer à cheval, en hiver juste après une chute de neige. Et les conditions étaient parfaites pour une séance photo 5 étoiles. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est que moi, je roule dans une Dacia qui a 350 000 km et ma vie, c'est pas vraiment une expérience de luxe. Moi, au quotidien, je suis photographe amateur. Est-ce que je vais vraiment être capable d'apprécier un boîtier qui clairement joue sur le terrain du luxe? Est-ce que je vais même comprendre l'expérience qu'il propose? Ou est-ce que simplement je vais me rendre compte que c'est juste du marketing fumeux? Après, je sais qu'il y a quand même pas mal de possesseurs d'Hasselblad qui disent qu'une fois qu'on y a goûté, on peut plus revenir en arrière. Donc j'ai vraiment envie de savoir si c'est vrai ou pas ce truc. Du coup, je vous emmène en balade au cirque du fer à cheval et à chaque spot photo, on testera une nouvelle chose du Hasselblad et on essaiera de comprendre si effectivement cette expérience du luxe vaut vraiment le coup ou pas. Et ça a commencé très bien, on s'est mis dans les bonnes conditions, on est arrivé avant le lever du soleil, on était tout seul, la neige était fraîche, il n'y avait aucune trace, c'était absolument génial. Et j'étais jamais allé là-bas en hiver et là, juste au moment où on est sorti des arbres, on est tombé sur ça. Waouh! C'est parfait les conditions. Là, je vais prendre cette magnifique montagne en photo. Je crois que c'est la dent du chamois, avec les deux arbres devant magnifiques et puis les petits chalets. La difficulté, c'est qu'on a un bonhomme de neige devant, parce qu'on est dans une zone nordique, où il y a des gens qui viennent faire un peu des activités. Donc je me positionne exactement là où le bonhomme de neige sera entre les arbres et qu'il sera facile de l'effacer. Parce que s'il mange sur les branches, ça va être compliqué sur Photoshop. Donc là, je suis bien positionné. En plus, j'ai les branches du haut de l'arbre qui amènent vers la pointe de la montagne. On a des lumières qui commencent à sortir, le ciel bleu en haut, c'est juste magnifique. Alors première bonne surprise, le boîtier est léger, beaucoup plus léger que ce que je pensais, moins d'1 kilo. Et en plus de ça, la prise en main est vraiment excellente, alors j'hésite même pas une seconde à plonger dans la neige pour aller faire ma photo. L'idée, c'est d'être vraiment au ras du sol pour créer de la profondeur sur ce paysage. Et puis accessoirement, ça me permet d'être un petit peu plus stabilisé parce que je suis allongé par terre, quoi. Et comme c'est encore très tôt, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et en plus de ça, je me disais qu'avec un boîtier moyen format, on allait devoir fermer énormément pour avoir beaucoup de profondeur de champ. Et que donc, le temps de pause serait plus long. Donc ça me faisait un petit peu peur. Et là, première surprise, la stabilisation est vraiment excellente sur ce boîtier. Et donc du coup, même à main levée, même avant le lever du soleil, aucun problème. On a une stabilisation vraiment très bonne. Jusqu'à 5 stops, mais quand on est jusqu'à 5 stops, c'est pas à 3 stops on a une ou deux photos de bonnes, à 4 on en a un petit peu et à 5 on en a une. Non, là en fait, à 5 stops, on a quasiment 100% des photos qui sont bonnes. Ça me permet, par exemple, à 30 mm, de faire des photos d'une seconde. Des poses d'une seconde, elles sont quasiment toutes nettes. Et après seulement quelques heures d'utilisation, je me suis rendu compte que c'est un boîtier qu'on peut totalement utiliser à main levée toute la journée si on a envie. Alors que dans ma tête, pour moi, un boîtier moyen format, c'était le truc qui s'utilisait forcément sur trépied, quoi. Et franchement, je m'attendais pas à ça, parce que je sais que la technologie sur les moyens formats, elle est plus difficile à développer, donc je m'attendais à ce que sur tous les points du boîtier, ce soit moins bon que ce qu'on connaît sur les full frame. Si vous avez peur des 100 mégapixels, parce qu'on entend souvent que quand on a énormément de pixels, il faut être beaucoup plus stable pour que la photo soit nette, regardez un petit peu cette photo, regardez le zoom dessus, regardez la quantité de détails, c'est un truc de fou. Et encore une fois, la stabilisation joue vraiment très bien son jeu. Alors oui, je vous ai même pas dit de quel modèle il s'agissait. C'est le X2D 100C de chez Hasselblad. Et donc 100C veut dire il y a 100 mégapixels sur le capteur. Et j'avoue que c'est une dinguerie. Et que je peux pas m'arrêter de plonger dans ces photos et de regarder tous ces détails. On monte vers le village et là en explorant, on tombe sur une composition qui est magnifique. En plus de ça, on a le petit pic qui commence à s'éclairer par le soleil levant. C'est juste trop beau. Du coup, je prends quelques photos pour assurer le coup à main levée et ensuite je commence à installer le trépied. Parce que mon idée à ce moment-là, c'est de faire du focus stacking. Et donc, il faut travailler la composition exactement. En plus, on est sur 1 mètre de neige à cet endroit-là parce que c'est un bord de chemin, donc il faut bien planter les pieds de trépied, bien régler pour que le truc soit bien stable, etc. Et ensuite, paramétrer le focus stacking, mais ça, c'est vachement rapide à faire. Là, on a une scène magnifique devant nous. On a les sommets qui sont éclairés par le soleil, qui des fois se dégagent, des fois ça sort de la brume. Là, c'est en train de se reboucher. Mais il n'empêche, c'est une scène parfaite pour faire du focus stacking. Donc, je vais vous montrer comment on fait là, puis on le déclenchera nous quand ce sera beau. Donc, je suis à F11, on a bien réglé, on est à niveau, on a les deux petits points verts là qui montrent qu'on est parfaitement à niveau. On a un premier plan très proche, on a un premier plan à 30-40 cm. Donc, on est sur la pure photo ultra grand angle. Et donc, comme on est sur un boîtier moyen format, la profondeur de champ, elle est plus réduite que sur un boîtier full frame ou APS-C. Donc,
on a un petit peu plus souvent besoin de faire du focus stacking. Mais avec ce boîtier-là, je vais vous montrer, c'est vraiment hyper simple. On a juste à aller dans le menu, on va sur les modes de prise de vue, et là, il y a Focus Bracketing. On peut choisir la taille des intervalles, de très petit à très grand. D'accord ? Là, on va mettre petit parce qu'on n'est pas non plus ultra proche. Hop. Et puis, ce qui va se passer, en fait, c'est que on va mettre notre mise au point le plus proche possible. Moi, j'aime bien mettre en manuel quand je fais ça. J'ai un petit bouton là derrière juste pour passer en manuel. C'est vraiment super simple, manuel, autofocus. Et je vais venir, hop, juste mettre mon échelle de mise au point ici. Je fais ma mise au point au démarrage. Et il va prendre toutes les photos, tout seul, jusqu'à la fin. C'est parti. Et vous voyez qu'il va en prendre jusqu'à 55. J'avais mis 55, mais en général, il en prend moins que ça. Et donc, tout est pris en direct, tout seul. Et c'est méga simple. Et après, il n'y a plus qu'à les assembler sur Photoshop. Mais il n'empêche que pendant ce temps-là, le nuage a recouvert la montagne. Mais bon, c'est pas grave, on attend, hein, on est là pour ça. J'avoue que j'adore regarder cet écran. Parce qu'il est immense, il est super beau. Quand on a un bel écran comme ça, c'est bête à dire, mais ça donne plus envie de déclencher. Mais bon, tant que la montagne ne ressort pas, ça sert à rien. Du coup, en attendant que ça se dégage, on va parler un petit peu de cet écran, justement. On peut faire tous les réglages en tactile, et c'est ultra bien organisé. Ça a l'air minimaliste, ça a l'air d'un boîtier où en fait on peut faire que 3 trucs avec, mais non, en fait, en réalité, il y a tout. Il y a toutes les fonctions, c'est juste, c'est bien organisé, et c'est très clair. Du coup, je me dis que peut-être c'est ça l'expérience du luxe, en fait. Mais il y a une autre théorie que j'avais vue sur une chaîne américaine, c'est que c'est peut-être une question de design, en fait. On est habitué, nous, avec nos boîtiers, à avoir du design à la japonaise. Tout est paramétrable, tout est gérable, il y a des boutons pour tout. Et là, on est plus sur un design à la suédoise. Parce que le Hasselblad, c'est une marque suédoise, c'est assemblé en Suède. Et donc, il y a ce côté design un peu nordique qui joue à fond sur la simplicité et sur la praticité. Et comme je vous dis, le fait que tout soit super simple et fluide, ça donne envie de déclencher plus. Et ça fait du bien. Oui, ce sont des gros fichiers. Mais il y a un truc qui est plutôt cool, c'est que dans le boîtier, on a un SSD de 1 Tera intégré. Et ça c'est bête, mais c'est un truc que je m'étais toujours demandé, parce que moi mon premier appareil photo numérique, je crois que c'était un Kodak à l'époque, il avait une mémoire interne. Il avait une mémoire interne pas énorme, hein, mais qui permettait de prendre une dizaine ou une vingtaine de photos. Et c'était vachement pratique pour le jour où on oubliait sa carte SD, quoi. Et je me demandais pourquoi c'était plus intégré dans les boîtiers de nos jours. Et j'avoue que c'est vachement pratique en fait. Ça n'empêche pas, il y a des slots pour mettre une carte mémoire, mais vous avez ce disque de 1 Tera qui est toujours là. Et ça me paraît logique en fait. Donc vous inquiétez pas, avec 1 Tera, j'ai absolument pas peur de déclencher ma rafale pour faire mon focus stacking. Ah et puis l'avantage d'avoir un SSD aussi, c'est que les temps de transfert sont beaucoup plus rapides que sur une carte normale. Du coup pour l'exercice, je fais le focus stacking même si la montagne n'est pas ressortie, donc c'est pas la plus belle photo que je pouvais espérer. Je préfère personnellement celle que je l'ai faite sans le focus stacking, mais au moins je pouvais tester la fonctionnalité. Du coup on continue d'attendre 10 minutes, une demi-heure, 1 heure. Là j'avoue que les enfants commencent à s'impatienter un peu. Parce que ouais, je suis pas venu tout seul en fait. Je suis venu avec mes 2 enfants, ma fille et mon fils, qui commence à pas mal apprécier la photo et commence à pas mal apprécier les levées à 4 h du mat pour aller suivre papa dans ses aventures. Et j'avoue que je suis vachement content de pouvoir les emmener là-dedans. Et donc pour la petite anecdote, mon fils a absolument tenu à prendre un de mes anciens boîtiers réflex, et donc il shoot avec aujourd'hui. Et puis ma fille a, elle, pris son tout nouvel instantané pour faire des petites photos comme ça d'ambiance. Mais c'est trop cool, j'ai l'impression que le virus de la photo a été transmis. Donc ça c'est mission accomplie pour le papa que je suis. Bon après tout ce temps, j'avoue que je finis par céder, on décide de mettre les voiles et d'aller explorer le reste du cirque du fer à cheval. Et de toute façon, même si le nuage se levait, la lumière a changé depuis tout ce temps, le soleil est plus haut, donc bon. Pas trop de regrets. Plus loin, j'arrive à 2 situations qui sont à peu près les mêmes en fait. C'est des situations que beaucoup de photographes de paysages connaissent, où on se retrouve en déséquilibre. C'est-à-dire que la bonne compo, elle se situe à 40-50 cm du sol. On doit parfois avoir les bras un peu tendus en avant pour pouvoir bien gérer sa compo et enlever la branche qui nous embête, etc. Et donc du coup, situation de déséquilibre, il n'y a pas mieux pour tester la stabilisation. Donc là, je prends la position absolument ridicule de la grenouille qui est prête à sauter avec les bras en avant. Mais on s'en fout si c'est pour la bonne cause. Et c'est vrai que c'est un point que je vous répète souvent, mais la différence entre une belle compo et une compo lambda, elle se trouve souvent dans l'inconfort en fait, dans le fait d'être prêt à se mettre dans une situation où on n'est pas forcément très bien, mais en même temps, c'est ça qui va permettre d'aller chercher le petit détail, la bonne position des différents éléments dans la photo, etc. etc. Donc déjà, l'étape numéro 1, c'est d'arrêter de prendre des photos à hauteur d'œil et puis d'être prêt des fois de se mettre en hauteur ou ras du sol. Et l'étape numéro 2, des fois, c'est de se rendre compte que au ras du sol, c'est pas parfait, que à hauteur d'œil, c'est pas parfait non plus, et que la bonne position, la bonne hauteur, elle est entre les deux. Et des fois, elle est à bout de bras. Et ça, il faut être capable de le faire. Et il faut être capable aussi d'avoir un boîtier dont on sait qu'il peut bien répondre dans ces situations-là. Du coup, c'est la situation où on va prendre la photo à l'écran, pas au viseur, parce qu'évidemment, on peut pas coller notre œil quand on est dans une situation comme ça. Ça aussi, c'était un point sur lequel je voulais absolument tester ce boîtier, parce que de plus en plus, on se retrouve à faire des photos à l'écran. Et là, j'avoue que le super bel écran, super lumineux, c'est quand même super agréable, mais même toutes les fonctionnalités sont
bien pensé pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a juste à appuyer sur l'endroit où vous voulez faire la mise au point. Vous avez un petit signal sonore qui vous dit la mise au point est bonne. Et donc, c'est super sécurisant. Et même quand on se met en focus manuel, il y a un truc qui est inspiré des télémétries que je trouve super bien fichu. On a un petit cercle. Et en fait, vous voyez une petite barre qui va s'aligner avec le haut du cercle. Et quand la mise au point est bonne sur votre point de focus, et ça va se mettre en vert et puis ça vous dira c'est bon, vous pouvez prendre votre photo. Et une petite pensée qui me traverse l'esprit, c'est que plus je passe de temps avec ce boîtier, plus je me dis mais en fait les autres marques photo pourraient tout à fait implémenter les choses de cette manière-là. Pourquoi elles le font pas? Et je reviens encore sur cette idée de design. Je pense que les designs sont radicalement différents et les mentalités sont différentes. Et j'avoue que le design à la suédoise me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup pour une expérience de photo en particulier. Parce que c'est super intuitif, c'est super fluide et du coup on ne pense pas à son boîtier, on ne pense pas à ses réglages. Ah merde, je pense que je suis en train de devenir un puriste là en fait. Je suis en train de devenir l'un d'entre eux, sauvez-moi. Faut pas déconner quand même, c'est pas un puriste, c'est-à-dire que ici on n'est pas drivé par de la contrainte. C'est pas on vous enlève plein de fonctions pour que vous soyez contraint et que vous fassiez des photos plus créatives. Qui est un message qui, vous savez, moi me touche pas particulièrement. Non, là ici sur ce Hasselblad, on a toutes les options, on a toutes les fonctions, on peut tout faire. C'est juste que c'est bien organisé, c'est facile à trouver. Du coup, l'expérience photo est vraiment hyper relaxante. Et vous connaissez un peu ce sentiment, je pense, que quand vous allez à un endroit, vous dites je vais aller photographier cet endroit, un lever de soleil ou un truc comme ça, et où vous revenez de votre sortie photo et vous dites j'ai pris des belles photos, mais je suis pas sûr d'avoir bien profité du lever de soleil. Ou alors, pour en profiter, il faut vraiment mettre l'appareil dans le sac et rester sans faire de photos, quoi. Et là, en tout cas, ce jour-là, j'ai vraiment eu l'impression à la fois de profiter et à la fois de faire des photos. C'est un peu dur à décrire, hein, mais vraiment, le côté, tout est tellement simple et tellement fluide qu'en fait, ça ne me coupe pas de l'instant. C'est une expérience qui est vraiment relaxante, limite méditative, en fait. Et pour la photo de paysage, en vrai, c'est un plus, quoi. Et quand on photographie au viseur, c'est pareil, c'est la même expérience, tout est bien pensé. Mais, surprise, il n'y a pas de joystick pour aller sélectionner son point de focus. Alors c'est un peu déroutant et je sais que c'est un point de critique de pas mal de personnes qui ont testé ce X2D sensé. Mais en vrai, on bouge le point de focus avec son doigt sur l'écran et c'est vachement bien fait et l'écran est tellement agréable qu'en fait, je pense qu'on peut s'y faire assez vite en réalité. C'est peut-être juste qu'on a l'habitude du joystick, mais honnêtement, je pense que je m'y ferais pas mal. Alors je reviens sur un point quand même. Je vous ai pas tout dit. Dans ce X2D, il n'y a pas tout ce que les boîtiers modernes proposent. Par exemple, il n'y a pas de vidéo. Mais genre, pas du tout. C'est pas possible. Il n'y a pas de reconnaissance des animaux, ou de point de focus sur l'œil, ou de suivi super avancé de l'autofocus. Mais tout le reste y est. Il y a du focus stacking, ce que beaucoup d'autres boîtiers font pas. Les modes time-lapse, ou le réglage de la dioptrie que j'ai trouvé absolument génial. On est vraiment en mode façon chez l'ophtalmo, quoi. Donc pour résumer, ce que je pense comprendre, en fait, c'est que si Hasselblad peut mettre le top du top d'une fonctionnalité, elle va la mettre. Et il faut que ce soit fiable à 100%, et que ce soit sans aucune retenue. Et si Hasselblad ne maîtrise pas un truc à 100% ou si la technologie moyen format ne permet pas de faire un truc à 100%, Hasselblad préfère ne pas le mettre. Du coup, je reviens sur ce côté sérénité, c'est-à-dire que si je peux déclencher ma photo, si je peux faire ce que j'ai envie de faire, alors il y a toutes les chances que ma photo soit bonne. On se retrouve assez vite en fait à perdre l'habitude de vérifier si la photo est bonne. Et ça change beaucoup de choses parce que quand on est constamment en train de se demander est-ce que ma photo est floue, est-ce que ma mise au point est bonne, etc. et qu'on doit vérifier tout le temps, on n'est plus dans le même expérience. Et puis quel bonheur aussi de se dire qu'il n'y a pas une demi-option qui fait juste un peu stylé sur une liste de spécifications de boîtier. S'il y a une option qui est dans le boîtier, elle marche dans tous les modes et puis c'est tout. Alors évidemment, pour ma première vraie sortie photo avec ce Hasselblad, je check mes photos et je vérifie si elles sont bonnes. Et là aussi, c'est super simple, c'est super fluide. 2 petits taps sur l'écran et on a un zoom x10 qui permet de voir tout de suite si c'est impeccable ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire exactement la même chose avant la prise de vue. Et donc en fait, c'est vraiment tous ces petits éléments qui ont commencé à me faire comprendre que j'étais en train de vivre une expérience de luxe de la photographie. J'imagine en fait que c'est un peu la même chose que de rouler dans une Bentley ou de dormir dans un hôtel 5 étoiles. C'est que tout est pensé pour l'expérience avant tout. Alors à ce moment-là de la matinée, on commence à prendre du recul sur les sommets et on se retrouve dans une zone où les nuages commencent à se dégager comme je l'espérais. À ce moment-là, je prends cette photo avec la route en premier plan et là, il y a un réglage qui devrait peut-être vous étonner. J'ai pris cette photo à f4.5, soit une très grande ouverture. Et dites-vous bien que comme on est sur moyen format, f4.5, c'est comme si on avait une ouverture encore plus grande sur un full frame par exemple. Et pourtant, regardez un peu l'image, je sais pas ce que vous en pensez, mais le flou au premier plan ne me pose aucun problème. Alors que je sais que si j'avais fait la même photo avec un full frame, ça m'aurait gêné. Alors je vais pas tout vous spoiler, mais j'analyse en détail cette notion de transition du flou vers le net, et de l'effet moyen format, entre guillemets, ou du rendu moyen format dans la vidéo de test de ce Hasselblad X2D. Et je vais évidemment tester aussi tout le reste, la qualité d'image, la stabilisation, le rendu des couleurs, la définition du capteur, enfin tout ce qu'il faut tester, quoi. C'est surtout l'occasion de passer au crible tous les mythes du boîtier moyen format, parce qu'il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de fantasmes sur le moyen format,
Et donc je voulais absolument essayer de débunker et savoir qu'est-ce qui était vrai et de ce qui n'était pas, quoi. On termine cette sortie photo avec ce que je considère être le plus beau spot. On a le ruisseau enneigé qui nous emmène vers une magnifique montagne derrière et en plus, à ce moment-là, les nuages commencent à se déliter. Du coup, là, je suis sur trépied, j'ai mes 2-3 compositions qui sont prêtes. Et c'est ce moment où, en fait, chaque seconde, la scène change et donc, ça déclenche, ça déclenche, ça déclenche. Et ça me permet de sortir cette photo-là. Franchement, encore un moment magique. Bon, du coup, est-ce que ce X2D d'Hasselblad va devenir mon boîtier de prédilection? Eh ben non. Et pour une seule raison, parce que vous avez bien compris que j'ai adoré photographier avec, la seule raison, c'est la polyvalence. Parce qu'aujourd'hui encore, j'aime varier les genres quand je photographie. J'aime passer d'un gros télé où je fais du suivi pour pouvoir avoir un oiseau en vol, à un ultra grand angle pour photographier un paysage, ou même tourner un petit clip pour une future vidéo YouTube. Il faut comprendre que ce Hasselblad, il est conçu pour des usages très précis. Il est conçu pour la photo en studio, il est conçu pour la photo de mode, il est conçu pour du paysage. Et pour ces usages spécifiques, je suis intimement persuadé que ce boîtier propose la meilleure expérience du monde possible. Et très certainement les meilleurs rendus d'image aussi. Je veux dire, la qualité des photos, elle est... Enfin, vous avez vu, elle est incroyable. Donc je comprends pourquoi il y a beaucoup de pros qui ne jurent que par cette marque. Et si demain, je veux aller shooter un lever de soleil dans un lieu magnifique, exactement comme ce que j'ai fait aujourd'hui, franchement, je prends ce boîtier sans hésiter une seconde. Par contre, si je pars pour une journée à Yellowstone avec tout son lot d'imprévisibles, avec les animaux sauvages qui peuvent sortir à n'importe quel moment, puis ensuite on passe sur du grand angle, puis un paysage au télé, etc., je vais avoir besoin d'un matériel qui est capable de s'adapter à toutes ces situations. Et même si mon matos actuel est moins ergonomique, moins bien conçu, ou si le rendu des photos est un petit peu moins bon, ça va rester mon premier choix pour ces situations où j'ai besoin de polyvalence. Si Hasselblad voulait prendre la direction de la polyvalence, mais c'est pas du tout dit que ce soit leur stratégie, il manquerait en réalité pas grand chose. Un autofocus un tout petit peu plus performant, et vu les progrès que ça a fait ces dernières années, je sais qu'ils sont en bonne voie, et puis une offre optique qui tend vers les téléobjectifs plus fournis. Mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. L'expérience que j'ai vécue avec ce Hasselblad est absolument dinguissime. C'est super satisfaisant, c'est super reposant. J'ai probablement fait certaines des plus belles photos que j'ai jamais faites. Et si vous aimez le luxe et que ce boîtier répond à vos usages, franchement, vous serez pas déçus. Je vous invite à cliquer ici pour aller voir la vidéo du test complet du Hasselblad X2D Sensé et je vous retrouve là-bas.